Bonjour à tous, chers Atelier Soul, et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast Atelier Time. Plus la communauté des Ateliers Soul, c'est-à-dire vous, auditeurs, sera grande sur ce format, plus il sera bien représenté sur les plateformes d'écoute. C'est pourquoi je vous invite vraiment à partager ces épisodes à vos proches, comme autant de petits messages de soutien de votre part finalement, mais aussi de vous abonner pour que vous ne ratiez aucun des prochains épisodes. C'est un rappel important et essentiel car aujourd'hui j'accueille au micro Fanny, qui est venue nous parler de son métier d'accompagnante d'endeuillés et des conférences qu'elle peut proposer. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Bonjour Fanny, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Je te remercie de m'accueillir sur ton podcast. Eh bien écoute, moi aussi je suis très contente, bienvenue à bord de cette émission. Est-ce que tu peux commencer, à te présenter, un peu dire qui tu es et ce que tu fais surtout dans la vie, du coup de nous parler de ton métier? Bien sûr. Donc je m'appelle Fanny, j'ai 42 ans. J'ai 2 enfants et aujourd'hui j'accompagne les personnes qui traversent des épreuves de vie, notamment l'épreuve du deuil, pour les aider à retrouver la paix en développant aussi leur capacité à se connecter à à l'invisible et à la personne disparue, et de se connecter aussi à soi, en fait. C'est vraiment très important dans les accompagnements que je propose. Donc voilà, globalement. Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien que tu racontes, aujourd'hui, c'est un petit peu, ben, en fait, ton parcours. Pourquoi est-ce que tu en es arrivé à proposer des accompagnements pour les endeuillés? Voilà, comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour que tu en arrives là où tu en es aujourd'hui? Alors oui, pour la petite histoire, en fait, bon, au début, heu, déjà, il faut savoir, j'ai, une éducation non religieuse et puis pendant des années, j'ai été infirmière urgentiste, donc sur le terrain, à voir beaucoup de gens décédés et à l'époque, j'avais un esprit, vraiment très cartésien. J'accompagnais quand même beaucoup de personnes dans la souffrance et la mort, mais vraiment, j'avais une vision, très simplifiée. C'est-à-dire qu'il y avait les vivants d'un côté, les morts de l'autre et puis éventuellement les gens dans le coma, mais ça se limitait beaucoup à et puis, comme beaucoup de personnes finalement qui changent, radicalement et puis qui ont pas de révélation, mais qui comprennent, on va dire, un peu plus finement ce qui se passe autour de nous et donc le monde invisible. Moi, ma porte d'entrée, ça a été finalement la perte de mon mari en 2017 et finalement au-delà du choc de la perte de mon mari, je me suis demandé comment rentrer en contact avec lui et c'est vrai que la première idée, c'était qu'il allait me rejoindre dans les rêves. Et finalement, il venait jamais dans mes rêves. Donc je me suis dit: «OK, comment je fais?» Donc de cette idée-là où au départ, il se passait pas, grand-chose après la mort, je me suis dit: «Non, il y a forcément quelque chose» et au-delà de ça, c'est vrai que je me suis, on va dire confrontée à la difficulté de trouver un accompagnement, dans les psychologies classiques qui pouvait m'aider dans ces questions, dans l'accompagnement de mes enfants aussi. Les gens ne comprenaient pas, que ça soit les centres médico-psychologiques ou les psychologues, ils me disaient tous: «En fait, il faut juste du temps» et alors que je sentais au fond de moi qu'il y avait d'autres choses possibles, d'autres connexions possibles, d'autres outils pour, être accompagné et s'accompagner et c'est finalement, comme ça que j'ai commencé, ma quête et mes recherches pour, d'une part me connecter à l'invisible et puis, d'autre part traverser le deuil. Donc finalement, voilà comment, s'est, intégrée dans mon histoire ma volonté aussi, d'accompagner à mon tour, une fois que j'ai pu traverser cette épreuve, de me dire que finalement, moi, toutes les années de galère à rechercher des outils puissants, à rechercher des méthodes, qui pouvaient m'aider dans cette épreuve de vie, j'ai eu envie de la transmettre pour que ça soit plus simple, plus rapide et plus accessible au plus grand nombre. Alors du coup, est-ce que tu as fait des formations
pour devenir accompagnante ou est-ce qu'on peut dire que tu es une coach peut-être un petit peu? Je sais pas, tu me diras. Mais est-ce que tu as fait des formations spécifiques? Est-ce que tu as appris? Enfin, dis-nous du coup comment est-ce que tout le cheminement après que tu as pu avoir pour en arriver là? Le cheminement, alors il n'a pas forcément été simple, c'est-à-dire que ce qui m'a, aidée le plus, c'est finalement de me dire: «OK, comment je me connecte à moi et comment je me connecte au bon monde invisible?» Et c'est en explorant au niveau de l'hypnose, donc je me suis déjà formée au niveau de l'hypnose et des états modifiés de conscience, qui m'a permis justement de pouvoir rentrer en contact à l'intérieur de moi finalement et d'arriver à me connecter au monde invisible. Et pour moi, ça a été la première voie d'accès. Disons, dans tout ce qu'on appelle aussi, développement personnel, c'est-à-dire toutes les techniques, que ça soit corporelles ou psychologiques, qui permettent de rentrer, plus en lien avec son intériorité, avec son corps, avec nos sensations, nos émotions. Donc le yoga, les, respirations, la méditation, l'hypnose, ça a été ma voie d'accès et ensuite effectivement, je me suis encore plus formée à, la PNL, la programmation neuro-linguistique. J'ai vraiment, exploré en fait au niveau, de la conscience, des états modifiés de conscience et de toutes les croyances qu'on pouvait avoir au niveau du deuil et en psychologie. Et ensuite, c'est vrai que ça a été adapté à mon expérience du deuil et toutes les rencontres que j'ai pu faire auprès, des psychologues et des spécialistes du deuil. Comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce que tu proposes, en fait, concrètement, heu, aux endeuillés, en fait? Comment est-ce qu'on travaille avec toi? Comment ça se passe un suivi avec toi? Alors le suivi, il est basé sur une relation de confiance, bien sûr, et de se dire que, j'accompagne les gens qui ont ce besoin de retrouver la paix, de se connecter à soi et ce sont des accompagnements de proximité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans les accompagnements classiques, on voit la personne une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, en consultation. Là, l'idée, c'est d'avoir un lien très fort, de pouvoir accompagner les émotions, au jour le jour parce qu'on sait que dans un deuil, c'est tellement fluctuant que, on peut avoir vraiment des difficultés à attendre une semaine parce que les émotions, elles sont là et parce que, c'est tellement débordant, tellement impactant que c'est maintenant, en fait, qu'on doit s'en occuper. Donc l'accompagnement, il est déjà basé sur cette proximité et ensuite on va, aller explorer dans toutes les sphères de vie, tout ce qui peut soutenir dans le deuil. Ça peut être aussi au niveau de l'alimentation et en naturopathie, c'est-à-dire que j'accompagne aussi sur cette, dimension-là parce que finalement tout ce qu'on va, rajouter en stress pour notre corps va forcément être délétère dans le deuil et inversement, tout ce qu'on peut soutenir, tous les organes, toute la bienveillance qu'on peut avoir envers son corps et ça peut passer par plusieurs méthodes et finalement l'alimentation, les plantes, enfin il y a plein de choses possibles. Mais l'idée, c'est d'aller chercher tout ce qui peut être, bénéfique pour soutenir cette épreuve. Donc l'idée, c'est d'aller explorer, dans l'histoire de vie de la personne, dans son parcours, ses besoins spécifiques. Donc chaque accompagnement est, ciblé par rapport à une personne et personnalisé et au-delà de ça, on travaille beaucoup en état modifié de conscience pour aller communiquer avec la personne, disparue, pour aller aussi se connecter à soi. Parce que comme je le disais, se connecter à soi, ça permet, également d'aller se connecter à l'autre, d'aller se connecter au monde invisible et c'est tout l'enjeu aussi de l'accompagnement, de se dire que plus on apprend à se connecter à soi et plus on peut être, connecté au monde invisible et à la personne disparue. Ah oui, donc tu as vraiment un éventail de d'outils pour accompagner, les personnes qui est super large. Mais du coup, quand on a une séance avec toi, est-ce que alors du coup, j'ai l'impression que du coup tu proposes, de l'hypnose pendant tes séances. Mais est-ce que tu parlais de yoga par exemple tout à l'heure, tu parlais de Mmh. naturopathie et cetera. Est-ce que, tu vas aussi, proposer un suivi, comme ça ou même faire,
pourquoi pas une séance de yoga en direct avec toi pendant tes séances? Ou est-ce que tu vas plutôt être, dans le soit de rediriger un peu les personnes en disant: «Ben, peut-être que ça peut être intéressant de travailler là-dessus avec une telle ou un tel», ou enfin, comment est-ce que tu arrives à utiliser tous ces outils, en fait? Je pense que c'est ça ma vraie question. Alors, en fait, on les utilise pas. Déjà, l'accompagnement, c'est généralement un accompagnement de plusieurs mois, donc on n'utilise pas tous les outils en même temps. Par contre, effectivement, il y a des sessions où on va faire uniquement du coaching et de l'accompagnement pour travailler sur une problématique ou, une difficulté du moment, et ensuite je propose des séances en ligne de yoga, de respiration et du psychocorporel. Pourquoi? Parce que, la douleur vient se loger dans le corps. Et Mmh. on en parle très bien, les endeuillés vont dire soit ils ont l'impression d'être amputés, soit ça va être la gorge qui va se serrer, soit le cœur, soit le ventre. En fait, ça se place dans le corps. Donc pour moi, l'accompagnement ne peut être dissocié d'un accompagnement psychocorporel. Donc après, ça ça s'articule en fonction des besoins. Effectivement, on choisit les outils aussi avec les personnes accompagnées en fonction des besoins. Mais le psychocorporel, oui, a une place importante. Je propose Et pas mal de choses, oui, en ligne, qui permettent justement d'aller composer, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'esprit et avec le corps, quasiment simultanément. c'est ce que j'allais demander. Tu travailles, en visio, tu travailles en cabinet, tu fais les 2. Comment ça se passe à ce niveau-là? Je fais les 2, mais Ouais. globalement, c'est vrai que dans les accompagnements aujourd'hui, j'ai plutôt du en ligne. Et ensuite, ce que je propose aussi dans les accompagnements, c'est qu'il y a toujours pendant l'accompagnement qui dure, 3 mois, il y a un soin qui est proposé, et là, par contre, en fonction du lieu de vie de la personne, c'est moi qui prends contact avec, un thérapeute. Ça peut être du massage bien-être, mais ça peut être aussi du soin énergétique. Ça dépend du besoin, en fait, et de là où la personne se trouve, et de son objectif, en fait, par rapport au décès de la personne. Là, je rentre en contact avec les thérapeutes qui sont à côté de la personne, et qui de son lieu de vie, pour qu'elle puisse bénéficier d'un soin pendant l'accompagnement. En même temps que tu parles, ça me fait penser à plein de choses parce que je sais que dans la communauté qui nous suit, en fait, il y a des thérapeutes. Il y a beaucoup de créateurs et de créatrices aussi qui font un peu comme moi, du coup, comme ce que je te disais tout à l'heure, un peu de ces objets hommages et qui permettent, en fait, aux endeuillés de faire enfin, un petit bout du processus. Parce que je pense que, c'est vraiment très, très important d'être accompagné, mais je pense qu'il y a une énorme partie, du deuil qu'on est obligé de faire seul, en fait. C'est vraiment très, très important et on le dira jamais assez, faites-vous accompagner, osez demander de l'aide, osez dire quand ça va pas aussi, osez parler, vous exprimer, mais ça n'enlèvera jamais effectivement que, on est malgré tout ce qu'on peut proposer, un endeuillé est très, très seul et c'est d'autant plus important de pouvoir, avoir des personnes comme toi à qui parler puisque, je pense qu'effectivement tu peux permettre, à tout le monde, même pas forcément que des endeuillés, directement, mais à tout le monde en fait d'avoir des outils pour pouvoir gérer cette solitude-là aussi. Bah, Hem, c'est tout l'enjeu effectivement de l'accompagnement, c'est-à-dire c'est pas de créer un lien de dépendance avec moi, en fait, c'est d'aller activer les ressources de la personne et qu'elle puisse être autonome, et de se rendre compte justement qu'on a des clés, qui sont relativement facilement accessibles pour se connecter à soi, pour comprendre, pour accueillir les émotions et pour avancer, pour cheminer. mmh, Donc je crois que exactement. c'est vraiment cet enjeu-là de se dire: «Oui, c'est un appui, un temps donné, mais en aucun cas l'idée c'est vraiment de créer une dépendance. Au contraire, c'est vraiment de créer de l'autonomie et d'aller activer des ressources dont on pourra se servir toute notre vie, en fait». Exactement, exactement. C'est très, très fort ce que tu dis, c'est vraiment très, très important comme rappel. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée. Tu as parlé du fait que, tu proposes des séances et de l'accompagnement avec l'hypnose
et tu as dit qu'on pouvait recevoir des signes, on pouvait communiquer avec, son défunt, dans cette situation de conscience modifiée? Alors, en tout cas, je veux pas, dire une vérité, enfin qui soit perçue comme une vérité. C'est-à-dire que personne n'a de réponse absolue sur, qu'est-ce qui se passe après la mort, sur, l'existence de la vie après la mort. On a tous nos convictions et en aucun cas je dis: «C'est la vérité et c'est comme ça». C'est de mon expérience aussi et de l'expérience des gens que j'accompagne, qu'effectivement, la meilleure disposition aussi, pour recevoir des signes et des messages, c'est d'être en contact avec soi et son intériorité, et les états modifiés de conscience permettent d'être en connexion beaucoup plus profonde, au-delà du mental, au-delà de nos constructions, au-delà de notre éducation qui peuvent, être des blocages, en fait. Et que cette disposition-là de de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous, par l'état modifié de conscience, par les états d'hypnose ou de méditation guidée, permet, à mon sens, vraiment d'être beaucoup plus connecté à ce monde invisible. Et je prends souvent l'exemple, en fait, de ces, états qui sont provoqués aussi, dans, les opérations avec les médicaments, où on a beaucoup de retours de patients qui ont des perceptions extracorporelles, pendant les opérations. Ils entendent des soignants parler alors qu'ils sont même pas dans cette pièce, qu'ils sont un peu à côté, et donc de se dire finalement qu'on peut accéder à un champ d'information beaucoup plus vaste que celui qui nous est donné dans un état de conscience normale. Je sais pas si c'est, Ah très, oui, très oui, c'est clair dans. en tout cas pour moi ça me paraît très, très clair et ça me permet en fait de t'inviter à parler de tes conférences en fait. Parce que tu fais des Oui? conférences sur un sujet qui est tout particulier. Est-ce que tu peux, nous parler un peu de ces conférences, nous présenter ce sujet? Oui, tout à fait. Donc dans mon objectif de transmettre, c'est vrai que j'accompagne les gens, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir transmettre le plus largement possible des outils, qui me paraissent, simples à mettre, en œuvre, et qui sont, finalement dans l'objectif de pas mal d'endeuillés, de pouvoir se connecter à la personne disparue. Donc j'organise des ateliers à peu près toutes les 2 à 3 semaines en ligne, qui sont complètement gratuits et dont l'objectif est justement de développer sa capacité à voir les signes et à se connecter à la personne, disparue. Et du coup, est-ce que tu peux, raconter un peu, alors je pense que c'est, très, très lié à ce que tu nous as dit tout à l'heure par rapport à la perte de ton mari et à tout le processus qui s'est enclenché avec cette épreuve-là, mais qu'est-ce qui t'a amené vers ce sujet-là? Des signes de nos défunts? Comment est-ce que tu as eu aussi envie d'en parler, d'en faire même, jusqu'à des conférences? Effectivement, alors c'est quelque chose qui a cheminé aussi, en moi. C'est-à-dire que, comme je disais au début, j'étais d'un esprit assez cartésien, et puis, la mort de mon mari m'a invitée à redéfinir les contours de mon rapport au monde. Et comme je le disais aussi, j'ai eu envie de recevoir des messages de mon mari dans mes rêves, et puis ça fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à le voir dans mes rêves, et il me venait pas. Et je me suis dit: «Comment on peut se mettre en contact, différemment? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, recevoir comme signe?» Bien sûr, je crois que j'avais aussi cette quête de comprendre, heu, pour d'avoir des réponses, en fait, un peu plus claires de pourquoi il était parti, pourquoi à ce moment-là. Maintenant, c'est un petit peu différent et je me connecte à lui de façon plus douce et moins, on va dire, dans l'attente de choses particulières. Donc voilà, c'est aussi là-dedans, dans cette quête de réponse et de compréhension, que je suis allée explorer les états modifiés de conscience, l'hypnose en particulier, les lectures aussi, qui m'ont permis, d'aller explorer ces champs de conscience un petit peu différents, notamment les livres de Bruce Lipton, et de Joe Dispenza, qui travaille vraiment sur cet état de conscience, sur ces états modifiés de conscience et de toutes nos capacités, en fait,
qui sont assez, masqués par, notre monde, on va dire rationnel et la société dans laquelle on vit et donc j'ai pu, me connecter à mon mari de cette manière-là, en méditant beaucoup et la première fois finalement qu'il m'est, apparu, on va dire, c'est que j'étais en train de faire un footing et je l'ai senti à mes côtés. Donc ça a été la 1re, finalement, grande sensation et dans les conférences, j'en parle, c'est que finalement, si on se place du côté rationnel, on va se dire: «Bah non, c'était ton imagination et est-ce que c'était vrai?» Et je me dis: «Peu importe, c'est quelque chose que j'ai ressenti, qui m'a traversée et qui a traversé mon corps». Au-delà de ce que ça a traversé comme pensée, c'est vraiment mon corps qui a ressenti les choses, qui a eu des frissons, qui a eu des palpitations, qui a eu un ressenti très, très fort et qui m'a finalement indiqué que j'étais dans cette vérité-là, de sa présence. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à accompagner les gens, endeuillés, c'est pas la première chose que j'ai partagée et puis à un moment, je me suis dit quand même que c'était une évidence, même si le sujet peut paraître un petit peu difficile à aborder parce qu'on est sur, quelque chose qui ne peut pas être prouvé en soi. Comme je le disais, hein, c'est pas, la vérité. Ça reste, aussi, avec humilité, une façon de voir le monde. Mais finalement, c'était tellement présent dans mon quotidien et ça m'a tellement accompagnée avec douceur et puis à retrouver la paix. Parce que finalement, en me connectant à mon mari de cette manière-là, de manière consciente et de manière choisie, ça m'a permis, clairement de retrouver, la paix par rapport à son départ. Oui, c'est très, très fort ce que tu dis et ça me fait beaucoup, beaucoup penser à certaines personnes aussi qui nous écoutent. Donc voilà, sachez que je pense à vous et qu'on pense à vous. Hem et je suis assez d'accord, hein, sur le fait que enfin je comprends que tu aies eu un peu de mal à aborder ce sujet-là avec est-ce qu'on peut dire que tu as des patients? C'est important la sémantique, mais est-ce qu'on peut dire que du coup tu as des patients ou est-ce que tu as des clients? Comment tu les appelles? Alors, moi, je préfère dire des accompagnés, parce qu'en fait, le mot patient est réservé plutôt à la médecine et donc c'est assez délicat, surtout que, justement, le positionnement, vraiment de se dire même si on apporte du soin et de l'accompagnement, heu, c'est vrai que des clients, ça me plaît pas non plus parce que je Oui, trouve qu'il y a un rapport, assez distancié et que, je crois que l'accompagnement du deuil en particulier et quand même, au-delà de vendre quelque chose, et que cette notion de client, elle m'est pas, forcément, je trouve très oui, juste. c'est ça, elle met pas en valeur le travail que tu fais. C'est pour ça que je te posais la question. Oui. Mais du coup dans ton parcours et dans ton évolution d'accompagnante, je comprends ce que tu dis quand tu dis que tu as pas osé parler de ce sujet-là, en premier lieu en tout cas. Je pense que tu as eu Mmh. déjà, dans un premier temps, besoin de prendre un peu confiance en toi et de tester, de voir un peu comment ça se passait. Mais parce que du coup, en fait, moi j'ai une question par rapport à ça. Alors, à l'heure où je publie ce podcast, enfin, où on enregistre ce podcast, je n'ai pas encore eu la chance d'écouter une de tes, conférences et du Mmh. coup, ma question c'est est-ce qu'il faut être religieux ou est-ce qu'il faut avoir ou est-ce qu'il faut être au moins spirituel, en fait, pour recevoir les fameux signes dont tu parles? Pour moi, pas du tout. C'est-à-dire que dès lors que justement on peut avoir des gens qui croient profondément en Dieu et c'est tout à fait OK. Dans les conférences, j'ai vraiment des gens qui, globalement, soit y croient déjà, soit ont envie d'y croire, mais ne savent pas comment, passer le cap ou peut-être n'y croient pas. Mais finalement, hem, quand on se libère de ce carcan-là de, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux et de se dire: «OK, qu'est-ce qui résonne pour moi?»
Et je recentre beaucoup là-dessus de se dire, je suis pas là pour diffuser la vérité, je suis là pour, moi, expliquer comment en se connectant à soi et chacun se connecte à soi, on peut arriver à percevoir des signes et à passer par le corps. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dans l'interprétation, on revient dans le rationnel et globalement, on va s'éloigner, en fait, de ces signes. Ce qui nous éloigne des signes, c'est, qu'on veut y mettre du sens précis, c'est qu'on y met du rationnel et du on va dire de l'explication et qu'en fait, quand on comprend que tout passe par le corps et que notre corps est notre moyen d'accueil des signes. C'est pas notre tête, en fait. Le souci, c'est sans doute ça, c'est qu'on a tellement envie de voir des signes, on a tellement envie de recevoir des messages qu'on se coupe de notre corps qui est le récepteur des signes. Exactement et je pense que quand on est en plein deuil, c'est extrêmement difficile de faire la différence et c'est très enfin, on se retrouve dans un tel tourbillon d'événements, de sensations, d'émotions, de questions, de nouveautés, c'est un tel chamboulement qu'on est très, très vite perdu, je pense et du coup, effectivement, c'est très facile d'essayer de rationaliser parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont rassurées par le rationnel et puis d'autres pas du tout, ça dépend vraiment de notre expérience et de notre personnalité. Mais oui, oui et d'où l'importance du coup finalement d'être accompagné et peut-être effectivement aussi d'en profiter pour apprendre et pour se former de la même façon que ce que tu as fait toi, Fanny. Et est-ce que tu peux, expliquer alors sans faire évidemment toute ta conférence parce que c'est pas le lieu et au contraire je voudrais juste donner envie à nos auditeurs d'aller, découvrir ces conférences. Mais est-ce que tu peux, peut-être nous donner un exemple en fait? Je pense que c'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple hem, comment est-ce qu'on peut apprendre à recevoir, ces signes? Hem, alors j'essaie de synthétiser justement parce que c'est vrai que la conférence généralement dure 1 heure et demie. Mais l'idée déjà, c'est de se dire, avant d'essayer de voir les signes, d'aller déconstruire et d'aller observer tout ce qui peut nous bloquer. Ça, c'est la première étape. Parce que c'est comme si vous essayez de voir quelque chose, mais vous avez construit un mur en briques devant vous. Mmh. Et donc on peut pas voir quand on a ce mur en briques, c'est quoi le mur en briques qu'on a devant soi? Ça peut être justement, toutes nos croyances, c'est-à-dire que si vous avez déjà eu une éducation très pragmatique, non religieuse, où finalement on parle pas du tout de la vie après la mort, et c'est, très binaire, vie, mort, bah, en fait, ça reste quand même des choses qui doivent être très prégnantes. C'est pareil si vous êtes dans un environnement avec des collègues, des amis qui n'ont pas finalement ces croyances-là qu'il se passe quelque chose après la mort, bah, vous allez être dans un environnement qui va, construire quand même un mur devant vous. Donc l'idée, c'est déjà d'aller déconstruire toutes ces croyances, toutes les croyances qu'on peut avoir de son éducation, de son enfance et de l'environnement dans lequel on vit, qui va implicitement nous indiquer que, non, c'est pas possible, les signes, ça existe pas. Et même si nous, on croit, si cet environnement-là, il est très fort, il peut nous entraver et nous empêcher de voir. Mmh. Ça, c'est les Exactement. premières choses qui nous bloquent et donc on travaille là-dessus. Donc les premières choses, c'est vraiment de travailler sur les éléments qui nous empêchent de voir. Il y a d'autres éléments aussi et qui sont, toutes les attentes. C'est-à-dire que généralement, quand on perd quelqu'un, on va attendre soit des messages très spécifiques. Par exemple: «J'ai vraiment besoin de savoir que tu vas bien, dis-moi pourquoi tu es parti». Vraiment un truc hyper précis. Heu, le problème là-dedans, c'est que, bah, finalement, est-ce que, on se met pas du coup, on se bloque dans quelque chose d'hyper précis? C'est-à-dire, est-ce que la personne disparue a envie de répondre à ces questions spécifiquement ou est-ce qu'elle peut? C'est-à-dire qu'on se met dans un tunnel en se disant: «J'ai besoin absolument de ces réponses précises» et ça, c'est un facteur bloquant. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer autour, on va pas pouvoir le voir puisqu'on est focalisé
sur l'attente de réponse à ces messages. Oui, finalement tu invites, beaucoup, tes accompagnés, en fait, à accueillir, à la fois tout ce qui se passe en eux, mais aussi, du coup, tout ce qui se passe un peu au dans enfin, qui est induit, en fait, par ce deuil-là, pour pouvoir après, aller de l'avant, en fait. Au début, on n'est pas dans aller de l'avant, c'est vraiment dans la compréhension, heu, de ce qui se passe pour nous, autour de nous, de comment, de quoi on est fait, de quoi notre cerveau est fait, parce que tous ces éléments-là vont nous aider finalement à nous connecter à l'être cher et et que si on n'en a pas conscience, on peut pas déconstruire. Si on n'a même pas conscience que le mur existe devant nos yeux, on va se dire, on est devant ce mur et on imagine, mais je vois pas les signes, je vois pas les signes, je veux voir, je veux entendre. Mais en fait, tu peux pas, tu es dans un bunker. Mmh. Déjà, quand on a conscience qu'il y a un bunker, on peut se dire, OK, j'ai un bunker devant moi. Par contre, j'ai une pioche à côté de moi et je peux faire un petit trou. Oui, c'est Et je ça. peux commencer, voilà. Et c'est ça qu'on fait. Et dans la conférence, l'idée, c'est ça. C'est déjà la prise de conscience que, OK, je veux voir. D'accord. OK. On va travailler cette compétence-là. Mais avant de voir, soit tu t'équipes de bonnes lunettes qui traversent les murs, soit tu déconstruis le mur, mais en même temps, voilà, ça peut, ça, on a besoin de passer par cette étape de prise de conscience de toutes nos limitations, qu'elles soient psychologiques ou physiques, qui nous empêchent de voir les signes. Et ensuite, on va travailler sur cette compétence qui est justement de développer et de se mettre dans des bonnes dispositions pour recevoir les signes. Et ça Hem, passe par l'écoute de soi, l'écoute de ses émotions et effectivement l'accueil. Là, on est plus dans l'accueil, dans la deuxième étape de se dire: «OK, et comment j'accueille et je suis plus en lutte?» C'est-à-dire comment, je transforme, comment j'accueille cette force, en fait, de la colère, de la tristesse, parce que ça reste des forces et ça reste des énergies, pour qu'elles soient à mon service dans ce que je traverse. mais, Et en pardon, ça, on vas-y. On a l'impression finalement que ce que tu disais, hein, que le deuil, on est tellement submergé par les émotions et qu'on est, tellement, en difficulté que ça va être plus difficile et finalement, de mon expérience, je me dis que c'est en fait une porte d'entrée incroyable, ces vagues d'émotions pour justement être encore plus connecté à soi et comprendre beaucoup mieux le monde invisible et ce qui nous entoure. Alors, moi j'ai une autre, un autre volet, une autre émotion, en fait, qui me vient et dont on n'a pas encore parlé, c'est la peur. Je sais qu'il y a eu un moment donné et même je pense encore maintenant, enfin surtout au moment où on enregistre ce podcast, en fait. J'y pense là, voilà, ça me vient, je vais te poser la question, on verra ce qui sort. Dans quelques mois, j'ai un rendez-vous, on m'a offert un rendez-vous avec une médium, donc qui parle et qui communique donc soit avec des guides, soit avec des défunts, si les défunts, Mmh. souhaitent parler et cetera et communiquer et tout ça. Et en fait, je me retrouve devant une sorte de peur et d'appréhension de ce qu'on va pouvoir me dire. Est-ce que tu as déjà, du coup, toi, eu à affaire à des personnes comme ça qui avaient besoin de ces réponses-là et envie et besoin de communiquer, en fait, avec ces personnes qui disparues, mais qui étaient dans ouais, dans la peur, en fait? Et comment tu as pu, gérer ça et comment tu les as amenés ben, peut-être vers l'apaisement, vers la suite, en fait, vers l'évolution? La peur effectivement fait partie, d'émotions qui peuvent être très présentes. Ce qui La première étape pour comprendre la peur en fait, c'est de se dire: «C'est la peur de quoi exactement?» C'est la peur de pas d'être déçu, d'avoir un message, qui convient pas? Quelle est la peur? Ou la peur, c'est souvent que ça soit trop réel. C'est-à-dire que finalement Mmh. quand on arrive à rentrer en contact avec quelqu'un qui a disparu, bah, ça veut dire elle est vraiment pas là. C'est-à-dire qu'il y a le cerveau qui lutte contre cette idée-là et qui dit: «Non, c'est pas possible». Dans
je peux pas y croire et qu'il croit pas et qu'il espère en fait inconsciemment, qu'il espère encore que ça soit faux et mine de rien, échanger avec un défunt, ça ancre quelque chose quoi, ça touche peut-être à ça. Donc en tout cas, je pense qu'il faut aller questionner cette peur. C'est-à-dire cette peur, elle fait référence à quoi? Est-ce qu'elle fait référence à la mort en elle-même? Mais précisément en fait, c'est quoi? C'est quoi la peur? Merci. C'est Ce sont de très, vraiment très, très bonnes questions. parce qu'en fait, on met des mots, qui peuvent paraître les mêmes pour tous, mais qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment chercher qu'est-ce que ça veut dire exactement pour soi? Pour soi, qu'est-ce que ça veut dire cette peur-là? Si on n'a pas de réponse, ça peut être juste: «OK, elle se situe où cette peur dans mon corps? Est-ce que ça me serre le ventre? Est-ce que ça me fait respirer plus vite? Comment elle vient cette peur? Est-ce qu'il y a une pensée particulière ou est-ce que c'est la projection de ce rendez-vous avec la médium qui me fait peur? Ou est-ce que c'est des mots, que j'ai pas forcément envie d'entendre? Et finalement, c'est important d'être, au clair avec ça, de se dire: «Bah, finalement, est-ce que j'ai envie de tout entendre aujourd'hui?» Ou, à mon rendez-vous, en fait, avec le médium. Est-ce que j'ai envie de tout entendre? Est-ce que je suis capable de tout entendre? Parce que ça va permettre de poser le cadre aussi avec la médium, choisie, de se dire: «Bah, voilà, moi, sur ce sujet-là, j'ai pas envie de savoir aujourd'hui», par exemple. J'ai envie d'explorer sur ce sujet-là, pas les autres. Ça permet de se dire que c'est une sécurité émotionnelle aussi, de se dire que, ben, on est peut-être pas prêt à recevoir certaines informations et c'est important de le respecter ça, hein. C'est qu'en soi, la peur, elle est là pour transmettre un message et de savoir écouter ce message et de savoir s'écouter en disant: «Bah, OK, c'est pas le bon moment pour moi», mais je le note dans un coin en me disant que peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, je serai prête à entendre ces informations, à me connecter, à faire ci ou à faire ça. Mais en tout cas, on met de la clarté. Plus on met de la clarté et plus on peut avancer. Je te remercie pour ta réponse parce que, j'ai l'impression que du coup tu as joué vraiment purement ton rôle de coach, par rapport à une question précise. Du coup, j'ai l'impression que vraiment de t'avoir, bien mis en lumière, et vraiment j'espère que ça donnera envie aux auditeurs de te consulter. Bon, bah, tant Hem mieux si ça t'a aidé. Est-ce que, du coup, ouais, ça me j'ai encore deux questions à te poser. La Oui. première, c'est en lien avec les auditeurs et c'est pour les auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour participer à une de tes conférences? Ou plus globalement, en fait, comment est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on commence un suivi avec toi? Alors effectivement, je suis principalement sur Instagram, sur la page qui s'appelle «Après le deuil», où là je diffuse, généralement, bah, tout ce qui touche aux conférences et j'ai un lien aussi sur Linktree qui permet d'avoir, mes suivis, mes accompagnements, et donc on peut échanger, finalement par message sur Messenger très facile sur Messenger, sur Instagram pardon, très facilement. À savoir que même sans prendre d'accompagnement, je prends le temps beaucoup d'échanger avec les personnes en deuil et de transmettre, là où ils en sont pour les aider au mieux et donc voilà, l'idée c'est que pour l'instant, tout passe quand même par la page, Instagram. Et du coup, plus concrètement, est-ce que, parce que du coup, tu nous as beaucoup dit, Hem, échanger avec un défunt, communiquer avec lui, recevoir des sensations et cetera. Est-ce que ça peut passer par autre chose, ces signes? En fait, ça peut être quoi ces signes finalement? En fait, c'est propre à chacun parce que les signes, comme je disais, ça passe par son corps à soi. Si je demande à l'autre: «Ah, tu as vu ça?» ou «À ton avis, est-ce que c'est vrai?» Ben,
en fait, l'autre ne l'aura pas ressenti. Donc la plupart vont se retrouver face à un autre mur, c'est-à-dire que l'autre va répondre oui, bah si ça te fait du bien, c'est que ça doit être vrai ou des choses comme ça. Donc moi j'invite les gens à se dire ok, j'ai ressenti quelque chose, ou alors j'ai des perceptions qui sont arrivées à ce moment-là. Moi en ce moment j'ai vraiment énormément de cœur sur mon passage. Et j'y donne pas d'interprétation, c'est-à-dire que peut-être que c'est mon mari, peut-être que c'est autre chose, mais j'essaye de rester dans le ressenti et pas dans l'interprétation. C'est-à-dire que je me ressens aimée et je goûte à cette sensation-là et voilà, ça passe comme ça. Et des fois, ça peut être des animaux, ça pour d'autres personnes, ça peut être des papillons, ça peut être aussi des mots. Par exemple, vous êtes en train d'avancer dans une direction et vous regardez derrière vous, vous n'avez pas de raison de regarder derrière vous et là, pile poil, il y a un panneau avec, le prénom de la personne disparue. Ça peut être des petites choses comme ça. Mais comme je disais, le sens, hem, n'est donné que parce que vous avez une sensation physique, parce que ça vous fait battre le cœur, parce qu'il y avait aucune raison que vous portiez votre regard, à cet endroit-là. C'est ça qui va, montrer en fait, ou en tout cas démontrer intérieurement, pour moi, hein, toujours, qu'on est de l'ordre du signe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va provoquer une réaction, physique, émotionnelle et qui a un sens, hem, pas forcément concret, mais qui se place dans le corps. En tout cas pour les signes. Pour les messages, c'est autre chose et je pense que c'est quelque chose qu'on déclenche avec les états de modifiés de conscience quand on veut se connecter et avoir des messages, on va dire, plus précis de la personne disparue. Mais les signes, pour moi, c'est ça, ça peut prendre des formes complètement différentes. Ce que je demande aussi justement aux gens qui participent aux conférences, et je trouve que c'est un exercice très intéressant, c'est de se placer à l'inverse. C'est-à-dire, eh ben, si toi, aujourd'hui, c'est toi qui es dans le monde invisible, c'est toi, qui est plus sur terre et que tu as envie de passer un message à quelqu'un que tu aimes, bah, comment tu t'y prends? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu vas utiliser? C'est un vrai Alors exercice de se positionner de cette manière-là et de se dire: «Bah, comment je ferais moi? Est-ce que j'utiliserais le vent? Est-ce que j'utiliserais un oiseau, un copain, animal ou comment je ferais pour passer un message?» et du coup, ça me donne très, très envie, en fait, de partager, un des signes que j'ai pu recevoir moi. Du coup, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, ça me fait rire rien que d'y penser. En fait, c'était assez récemment, en fait, c'était, en mars, 2023, donc il y a un petit peu moins d'1 an et en fait, avec ma sœur, on se rendait à l'enterrement d'une personne qui a décidé de quitter, ce monde et en fait, cette personne, c'était quelqu'un qui était très, très engagé en politique, qui s'était présenté pour pouvoir être maire, qui vraiment qui était très, très engagé, qui faisait beaucoup de choses à ce niveau-là et donc du coup, on discutait de la situation parce qu'évidemment on se sentait très stressés, on avait beaucoup de routes à faire et cetera et effectivement, à un moment donné, on s'est demandé si, des fois, on recevait l'une ou l'autre des signes de nos défunts, donc en particulier de notre maman et donc en fin de compte, pas trop de notre maman, même si des fois on ressentait beaucoup sa présence et ce jour-là, j'ai dit à ma sœur: «Moi, j'ai l'impression qu'elle est sur le siège arrière avec nous, qu'elle nous accompagne» et en parlant de ça, en parlant de ce sujet-là, des signes, de voilà et qu'est-ce que penserait cette personne? Qu'est-ce qu'elle ferait cette personne? Comme tu dis, un peu de comment les autres communiqueraient, qu'est-ce qu'ils pourraient choisir et qui ferait sens du coup pour nous? Et ben, en fait, on était sur l'autoroute et on est tombé sur un camion luxembourgeois, donc vraiment absolument pas au bon enfin, très loin de son pays, avec, sur les 2 portes arrière du camion écrit en gros sur un cœur, bleu, blanc, rouge: «Vive la France». Voilà et j'ai dit: «Tiens regarde, c'est un signe de la personne qu'on va enterrer là aujourd'hui». Voilà et du coup, Elle. voilà, c'est ça, à la fois c'était drôle et à la fois c'était pile poil et cetera et c'est fou parce que vraiment je sens que pour moi ça l'était et je sais que pour ma sœur, c'était
«Oh, tu sûre? C'est bizarre quand même». Elle était un peu plus dans le pas dans la retraite, mais dans le doute, quoi. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis, que ça doit être c'est une sensation intérieure le signe. Si vous cherchez la validation ailleurs, vous allez être déçus. Il y aura toujours des gens qui mettront en doute ou qui diront, «Bon, je sais pas, peut-être», et c'est important de se dire que quand, en fait, on valide ce qu'on perçoit dans notre corps et ça va au-delà finalement des signes. C'est finalement, pour moi, toute une éducation, qu'on a eue et qui nous a coupés de ça. C'est tu sais, quand tu croises quelqu'un et tu lui dis: «Ça va?» et tu dis: «Oui, oui, ça va», Oui, c'est ça. et qu'en fait tu invalides tes propres sensations et c'est ce qu'on apprend aux enfants parce que finalement on cache aussi, tu dis pas à tes enfants, entre guillemets, que ça va pas et du coup les enfants, on apprend que l'adulte te dit: «Ça va» alors que tu ressens que ça va pas. Et je pense que tout part de là. C'est que finalement d'invalider nos ressentis de façon systématique et sociétale, et Mmh. ben, ça nous coupe aussi de ce monde-là, de ce monde invisible et toute la clé est là de se dire que: «Non, j'ai perçu ça. J'ai perçu ça dans mon corps, ça a eu du sens» et les sens sont assez fulgurants, c'est pas ça passe pas par la tête, ça passe par le corps et comme tu l'as dit, hop, tu vois un camion et paf, ça fait sens directement en quoi. C'est ça. C'est ça, c'est une évidence, en fait. Ça arrive Mmh là, mh. maintenant, ça veut dire ça et ça il y a même un truc, moi, que j'ai ressenti, alors à ce moment-là, mais à d'autres aussi, c'est, ça peut pas avoir une autre signification. Parce qu'il y a toujours un truc qui se passe, alors vraiment, c'est pour le coup, c'est de l'expérience perso, mais il y a un truc qui se passe effectivement dans le corps, une espèce de certitude qui arrive comme ça et qui se dit: «Tiens, ça c'est un signe de maman, ça c'est un signe de Jules, ça c'est un signe de untel» et cetera et il y a un petit truc dans le cerveau qui dit: «Non mais arrête tes bêtises, n'importe quoi et tout machin» et le alors est-ce que c'est de la mentalisation? Je sais pas trop parce que ça vient d'un autre endroit, mais tout de suite une réaction corporelle qui dit: «Non, non, mais c'est cherche pas en fait, ça même si tu y réfléchis, tu trouveras pas d'autres, solutions». C'est ça, c'est un signe, point, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? De toute manière, pour moi, c'est la clé, c'est-à-dire que et je rapproche ça des intuitions. En fait, les intuitions sont des messages corporels qui te disent: «Non, passe pas par ce chemin, passe par ce chemin». Tu sais pas pourquoi. Si tu y mets de la conscience, tu t'éloignes de ton intuition. Pour moi, c'est la même chose que les signes, en fait. Oui. C'est-à-dire que ton corps te donne des messages. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ton corps est ton récepteur et que plus tu travailles sur ce récepteur, c'est-à-dire sur la compréhension de ce qui se passe dans ton corps, et plus justement tu peux être en lien avec ce qui se passe et de tous les messages qu'il reçoit et qu'il peut te retransmettre. Dès lors que tu es dans l'analyse et dans le mental, tu t'éloignes de ce côté intuitif. On a tous notre petite voix qui nous dit, «Non, ça fais pas ça», et le mental qui va rationaliser et qui va dire: «Mais si quand même, ça peut être bien pour telle raison». Bon, là, on est dans le mental et la seule clé, c'est de se dire: «OK, mon corps ressent quoi?» Toujours revenir au corps et se dire: «Lui, il a quand même les bonnes réponses». Quand on arrive dans une pièce qu'on se sent pas bien, c'est notre corps qui nous dit: «Il y a un truc qui cloche». On sait pas pourquoi, on s'en fout de savoir finalement pourquoi, mais lui, c'est notre lien et notre récepteur et c'est lui qui va nous aider dans ce cheminement. Plus on l'écoute et je pense que plus on arrive à être connecté. C'est super fort. Merci vraiment beaucoup pour toutes ces explications, pour tous tes partages. C'est Bah, avec c'est plaisir. En tout cas, pour moi, ça a été un moment très important et très, très fort. Merci vraiment d'être venu pour, prendre la parole ici, dans ce lieu que je veux être du coup un espèce de soutien et de réconfort pour les endeuillés. J'espère que tes mots, trouveront le cœur des auditeurs qui ont besoin de ce que tu proposes. Je te Est-ce que remercie beaucoup en tout cas de ton est-ce que accueil. tu as, est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit message que tu aurais envie de faire passer par ici? Alors oui, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire qu'au-delà des gens que j'accompagne, j'ai vraiment une pensée et une pensée très sincère pour ces gens qui sont partis et qui sont plus sur terre et à qui j'envoie beaucoup de pensées justement pour,
au-delà de tout ce que je propose, c'est aussi parce qu'ils sont plus avec nous que ça a du sens, ce que je propose et donc je leur envoie, vraiment une pensée, et hem voilà, beaucoup d'amour, en fait. Chers auditeurs, chers Ateliers Soul, je vous invite à aller retrouver Fanny sur ses réseaux sociaux. Toutes les infos sont évidemment dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook pour découvrir mon travail créatif avec Atelier, où je crée des objets hommages et souvenirs aux défunts, mais surtout des objets de soutien pour vous et pour votre famille et pour votre futur. Ne manquez pas le prochain épisode qui sortira comme d'habitude dans 15 jours, où Chloé viendra nous parler de naturopathie. Donc je suis trop contente que tu en aies parlé un petit peu dans cet épisode-là, Fanny. Puisque du coup la prochaine invitée sur ce podcast, c'est Chloé, une naturopathe, fraîchement diplômée, et qui viendra du coup nous parler de son mémoire, qu'elle a voulu autour de la fin de vie et du deuil. Et comme d'habitude, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.